Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, le grand débat. Le rôle du directeur juridique évolue, les cabinets d'avocats se transforment, l'IA redistribue les cartes. Dans ce contexte, la relation entre cabinet d'avocats et direction juridique se réinvente-t-elle? On en parle tout de suite avec mes invités. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Samia Deben. Vous êtes fondatrice de Seeds Consulting. Bonjour Samia. Bonjour. Également avec nous, Pierre Berlioz, vous êtes avocat, président de Fiteco. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Et enfin avec nous, Nicolas Madja, vous êtes administrateur de la FJE et directeur juridique de RG France. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. Ensemble, dans notre grand angle, nous allons comprendre la nature de la relation entre cabinet d'avocats et direction juridique. Dans notre débat, nous irons au cœur des enjeux, nous irons confronter les pratiques et questionner les modèles. Et enfin, dans notre cas pratique, nous illustrerons concrètement la relation entre cabinet d'avocats et direction juridique, comment elle peut être plus efficace. Voilà pour le programme Lex Inside, le grand débat, c'est parti. On va commencer par prendre un peu de hauteur avec notre grand angle pour bien comprendre la nature de la relation entre cabinet d'avocats et direction juridique. Et je vais commencer avec vous, Samia, pour aller un peu au cœur de cette relation avocat-directeur juridique. Comment peut-on qualifier la nature de cette relation entre cabinet d'avocats et direction juridique ? Alors, c'est une relation de confiance, bien sûr. Je dirais que ça n'a pas beaucoup changé. En revanche, peut-être que ce qu'on peut regarder, c'est les transformations qui sont en train de se passer à la fois au sein des directions juridiques, peut-être que vous serez plus à même d'en parler, mais aussi au sein des cabinets d'avocats. Donc, évidemment, au sein des directions juridiques, les transformations, elles existent depuis un certain temps. Peut-être qu'avec l'IA, il y a eu une accélération. Je laisse mon collègue ici en parler. Du côté des cabinets d'avocats, c'est assez hétérogène, finalement, parce que vous avez des cabinets anglo-saxons très très grands qui ont engagé une transformation assez massive. Je prends par exemple Freshfield qui vient de faire un deal avec Anthropic pour 5700 collaborateurs. Je crois qu'ils ont augmenté en 6 semaines de 500% l'utilisation de l'IA. Donc c'est absolument exponentiel. Parallèlement, vous avez des très petits cabinets très agiles, certains qui se créent IA native et donc qui commencent à mettre de l'agentique, qui un peu trifouille, ouvre le capot des outils, et quand on voit Claude notamment, mais les autres aussi, permettent de faire des choses assez incroyables avec même en solo entrepreneur. Et puis à côté de ça, vous avez, je dirais, un ventre mou qui lui prend des licences, teste, parfois prend des licences avec beaucoup de fonctionnalités et puis utilise que 20% ou 30%, et où la transformation est plus compliquée. Donc dans ce contexte, cette relation est en train d'évoluer en effet pour plus de sans doute transparence, et puis avec un partage d'outils qu'on voit se développer, notamment avec Harvey qui touche à la fois les dirigeants et les cabinets. Nicolas, oui. Vous voyez aussi cette transformation que décrit Samia ? Oui, alors moi du coup je serais côté entreprise. Moi ce que je vois très clairement, c'est le positionnement du juriste d'entreprise qui a considérablement évolué et de façon très positive. Et je pense que du coup, ça va en fait avoir un impact positif sur tous les métiers du droit. Alors juste quelques chiffres, on y reviendra plus tard sur le détail de cette évolution et de cet impact, mais quelques chiffres, c'est qu'on est passé en fait d'une population de juristes d'entreprise en 2010 de 16 000 à aujourd'hui plus de 20 000. Donc on a plus de 20 000 juristes d'entreprise. Ça, c'est, on va dire, pour montrer de façon très factuelle l'importance du juriste d'entreprise qui est de plus en plus consulter, et les équipes internes se structurent. Donc, on a de plus en plus d'équipes juridiques structurées. Deuxième chose, c'est le positionnement en interne. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est que le juriste, maintenant, il y a plus de 44% des directeurs juridiques qui sont membres du COMEX. Donc, ça, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que le juriste d'entreprise, il est associé à la stratégie de l'entreprise, et on est en fait, et c'est là, à mon avis, tout l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, le juriste d'entreprise, il a une vision transversale aux frontières du business, du droit, de la gouvernance et du risque. Et donc, on va en parler par la suite. Tout ça, ça a des corollaires. Et évidemment, je finirai en ajoutant une chose, c'est qu'on est face quand même à une inflation législative, y compris dans une optique de simplification. Alors ça, c'est
on pourrait parler en fait de l'accord tacite en matière administrative, avec des dérogations, une liste de dérogations qui fait qu'il faut être expert du sujet, c'est très compliqué. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a une inflation législative et des secteurs en fait de l'économie qui sont de plus en plus régulés. Donc le juriste est de plus en plus expert, et donc forcément ça va avoir des corollaires avec les relations avec les cabinets, dans les relations avec les cabinets. Parce que l'avocat n'est plus le sachant comme autrefois, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a des juristes de plus en plus spécialisés. Et d'ailleurs, on pourra aussi en parler. On voit que certains de ces juristes d'entreprise viennent même des cabinets d'avocats, en fait, après quelques années d'exercice. Donc comme je disais, en fait, pour moi, il faut raisonner globalement avec, en fait, un effet positif de ce positionnement du juriste d'entreprise pour l'ensemble des professions du droit, et donc évidemment les avocats. Alors Pierre, justement, on parle des avocats. C'est quoi votre vision en tant qu'avocat de cette relation avec les directions juridiques ? Je crois qu'il y a eu 2 points essentiels qui ont été présentés. D'abord, le caractère très concurrentiel d'un marché qui se structure de plus en plus, qui confronte des structures de taille extrêmement différentes, avec des moyens très différents, avec une évolution qui commence à s'engager et qu'il faut essayer d'arriver à lire entre très grandes structures internationales, structures plus agiles, champions français à construire. On est dans un paysage qui aujourd'hui est en train de se mettre en place, mais qui n'est pas complètement abouti. Et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs. C'est le début d'une transformation pour vous ? Oui, clairement. On est dans le tout début d'une transformation et avec des stratégies qu'il faut prendre entre justement taille, agilité, équipement, ressources humaines. Enfin, il y a plein de paramètres sur lesquels on pourra revenir. Et puis de l'autre côté, confrontation à des donneurs d'ordre qui effectivement sont plus pointus, avec des spécialisations plus marquées, avec une capacité beaucoup plus importante à aller dans le fond, à travailler toutes les tâches, à faire, notamment grâce à l'IA, en fait, à peu près tout le périmètre. Et donc là-dedans, la difficulté, c'est d'arriver à se situer, à se positionner de manière à la fois efficace face à la concurrence et pertinente face aux donneurs d'ordre. C'est vraiment les enjeux sont là, et dans un schéma d'une profession d'avocat qui repose encore assez largement sur des réflexes qui datent de l'avocat individuel, de schémas d'organisation et de schémas de fonctionnement libéral, mais libéral à l'ancienne manière, qu'il s'agit un peu de revoir un logiciel qu'il faut un peu reconfigurer. Oui. Donc énormément de défis pour la profession d'avocat pour répondre à la fois à cette évolution du marché et à cette évolution des donneurs d'ordre qui nous imposent de nous repenser, mais c'est ça qui est passionnant. Samia, vous semblez d'accord sur le fait il faut adapter, changer le logiciel des cabinets d'avocats. Vous êtes d'accord ? Je dirais qu'un des symptômes, c'est l'arrivée des LegalOps, et qui commence d'abord dans les directions juridiques, enfin dans les entreprises, je dirais, et qui commence à arriver dans les cabinets d'avocats. Alors d'une certaine taille, attention, hein, donc on a par exemple Alain Auvry, on a également CMS Francis Lefebvre, avocat, il y a même, après vous avez des noms internationaux, donc des cabinets internationaux qui eux aussi ont des LegalOps avec des Chief EA Officer ou Innovation Officer. Donc, qui sont structurés. Exact, qui se sont totalement structurés sur ces process, et sans doute, on va sans doute aller voir arriver des LegalOps qui vont venir intervenir dans des cabinets de taille plus moyenne, je dirais, pour transformer, parce que tout le monde n'aura pas la capacité financière de faire venir ces acteurs. En tout cas, ces acteurs-là, c'est un peu le maillon qui vient parler à la fois au DJ et à la fois au cabinet d'avocats avec le même langage. Et le sujet, ça va être la donnée, parce que si vous n'avez pas une donnée propre, c'est difficile de rationaliser tout ça. Effectivement, des nouveaux métiers qu'on va intégrer, une nouvelle organisation. Enfin, aujourd'hui, le cabinet d'avocats, c'est très largement avocat. Un cabinet d'avocats, c'est un cabinet dans lequel il y a des avocats. Ça paraît assez logique. Et effectivement, il ne s'agit pas de changer ce schéma-là. Mais le 100% avocat, je pense qu'il est amené à évoluer assez largement avec des LegalOps, mais aussi avec des juristes IA, avec des métiers. Et là,
j'ai aussi la casquette de professeur et j'y vois un intérêt aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir de ce schéma où tout le monde est à Bac+5. Moi, je vois beaucoup aussi un potentiel de développement de métiers à Bac+3 avec des évolutions internes. Et donc des configurations assez variées dans la structure on va dire, de production au sein du cabinet, où on sort du randonnion d'avocats qui ont leur couloir de nage, mais où on est dans un schéma beaucoup plus entrepreneurial, et c'est là aussi qu'on va se rejoindre, on va se confronter et avoir des réflexes, culturel. et finalement apprendre et aussi se parler un peu entre entrepreneurs, mais avec des schémas d'organisation qui sont davantage orienté production, orienté capitalisation de données, orienté autour de cette manière de fonctionner, de produire et de s'organiser pour délivrer le service rapidement, à des coûts maîtrisés, voire réduits, parce que cette pression-là, on l'a aussi, et de façon à avoir une vraie dynamique d'entreprise. On va conclure cette première partie là-dessus et on va approfondir ces questions dans notre débat. Maintenant que le décor est posé, on va rentrer dans le cœur de la relation entre cabinet d'avocats et direction juridique et on va voir son évolution avec notre débat. Et je vais commencer avec vous, Nicolas. Dans la première partie, vous avez indiqué que le rôle du directeur juridique avait évolué. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, concrètement, comment il a évolué ? C'est-à-dire qu'en fait, il est consulté sur des décisions stratégiques. Alors, avec des sous-jacents qui ne sont pas que juridiques, mais également économiques et technologiques. Je prends des exemples concrets. Lancer un nouveau produit, implanter une filiale à l'étranger, conquérir un nouveau marché, le risque réputationnel, on entend beaucoup parler de ça, le contexte géopolitique qui va avoir des impacts très importants dans les relations contractuelles. Et donc, et c'est là où c'est intéressant, le directeur juridique, il est membre, enfin voilà, 40%, plus de 40% membre du COMEX, donc il va pouvoir donner un avis avec une vision transversale. Et il a un certain poids, du coup. Et il a un certain poids. Alors, ça dépend aussi de la culture des entreprises. Ça dépend évidemment en fait de l'importance de la fonction juridique dans l'entreprise. Donc, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est vrai pour les cabinets, aussi vrai pour les entreprises, y compris dans leur degré de maturité par rapport à l'IA. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des entreprises qui sont très, très en avant sur ces sujets-là, d'autres qui tâtonnent. Et puis, le positionnement du directeur juridique, il est lié aussi, on va dire, à sa capacité d'incarner ce rôle. Et c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on peut être dans une structure, en fait, où le directeur juridique va pouvoir, entre guillemets, s'imposer, montrer sa valeur ajoutée. On part d'un historique, comme vous disiez tout à l'heure, pour les avocats en libéral, etc., où le juridique est un centre de coût, en fait, dans l'entreprise. Aujourd'hui, on va raisonner différemment. Pourquoi ? Parce qu'on voit des amendes records qui peuvent être décidées par des autorités, qu'on voit, en fait, l'importance de bien calibrer un contrat, l'importance aussi d'avoir une bonne médiation. Donc, régulièrement, alors, sans en faire un KPI forcément, mais on va être dans des discussions, y compris en bilan de fin d'année, en fait, pour dire, voilà, qu'est-ce que la direction juridique a apporté, quel coût, en fait, quel bénéfice on a tiré, en fait, de son intervention sur tel ou tel dossier. Et donc, pour moi, le directeur juridique et la direction juridique peut être synonyme de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et pour moi, le droit est un outil de compétitivité. Je pense qu'on peut y revenir. Reconnaissance de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Mais là où je veux en venir, et c'est important, c'est que face à une concurrence accrue entre les entreprises, face à une instabilité réglementaire importante, le droit peut devenir un avantage concurrentiel. Et le directeur juridique est là justement pour coordonner tout ça dans l'entreprise. Oui, voilà. Alors, une fois de plus, avec son positionnement, avec sa capacité en fait de détecter et de vraiment sentir les sujets stratégiques du moment, mais qui ne sont liés à... Bon, moi, je travaille dans le secteur de l'énergie, on voit bien la hausse du coût des matières premières. Bon, voilà, il y a des sujets évidents, il y a le fait que on est sur des contrats d'achat à long terme d'énergie, voilà, donc
mais sa capacité aussi à anticiper les sujets réglementaires. Pour moi, ça, c'est un volet hyper important. On a différents moyens de le faire, mais ce qui est très important, c'est cette connaissance fine. Et d'ailleurs, on voit bien, la plupart des réglementations sont d'origine européenne. Donc, si on s'intéresse très fortement à ce qui est fait au niveau européen, dans les directives, les règlements, on voit à peu près ce qui va se passer en France. Donc, ça, c'est très important. Ce directeur juridique a un rôle moteur et qui va, en fait, y compris staffer son équipe en lien avec ces sujets. Et pour vous, en tant qu'avocat, c'est important d'avoir un interlocuteur comme ça, très au fait des sujets, de l'impact des réglementations. C'est essentiel puisque nous aussi, et là on se rejoint totalement, c'est aussi là-dessus qu'on a une valeur ajoutée. On le disait tout à l'heure dans la première partie, le côté sachant, il faut oublier ça. On a des bases, on a des moteurs, on a des outils d'IA, on a tout ce qu'il faut pour avoir l'information, pour l'analyser et la traiter. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir accompagner sur ce positionnement et dans une posture de tiers. C'est ça qui est intéressant, c'est là qu'on a aussi un intérêt, c'est que comme on est tiers à l'entreprise, on a une vision différente aussi des sujets de l'entreprise, on a aussi une transversalité sur un certain nombre de sujets, des expériences différentes. Pour ma part, j'ai fait aussi du lobbying au niveau européen, donc sur ces questions réglementaires, c'est aussi des apports, et on peut avoir des apports par des parcours un peu différents, par des choses des briques qu'on peut ajouter, et c'est justement dans cette capacité à aller apporter son regard extérieur, à challenger ce qui est fait, à aussi venir un peu en contrepoint ou dans les échanges. Donc on a besoin d'avoir cet interlocuteur, et inversement, je pense que pour le directeur juridique, c'est très important d'avoir aussi cet interlocuteur avec lequel on peut aller en ping-pong, on peut avoir ces échanges plutôt de haut niveau et dans la vision. Et pour aller dans ce sens-là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une complémentarité vraiment très importante des deux fonctions. Et en fait, on voit bien qu'on ne va pas juste chercher la signature de l'avocat, comme ça a pu être le cas à une certaine époque. On dit, voilà, non, il faut avoir en fait l'avis de l'avocat sur ce sujet. Non, c'est justement le directeur juridique lui-même qui va détecter est-ce que ce sujet-là, en fait, il est d'une importance stratégique et qui va, quelque part, se convaincre lui-même de l'importance de consulter le cabinet. Et juste, dernière chose pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, et c'est aussi la capacité de l'avocat à bien comprendre l'activité de l'entreprise. C'est ce que je alors, moi, juste une anecdote, et je pense que c'est quelque chose qui peut servir, après tu pourras rebondir, sur le fait d'avoir des besoins ponctuels où voilà, on ne peut pas forcément recruter. Eh bien, et c'est hyper positif, je trouve, dans les deux sens. On va solliciter un avocat en détachement pour une durée courte, on va dire, ça peut être 6 mois. C'est une pratique courante, le détachement ? Alors, j'ai pas de statistiques générales, mais je pense que ça se pratique de plus en plus, et j'y vois en tout cas un intérêt très important. Pourquoi ? Alors, j'y arrive du coup, c'est que en fait, du coup, l'avocat va être immergé en immersion dans l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est pas juste, il va pas juste être consulté sur une question donnée, il va avoir la globalité du projet ou du sujet. Et il ressort différent, et l'avocat me le dit lui-même, alors je ne vais pas le nommer, mais l'avocat ressort différent de cette expérience. Et donc, que ce soit dans la rédaction, dans l'approche du client, ça change totalement les choses. Et du coup, parce qu'il a une meilleure compréhension des enjeux. Oui. Et ça, c'est important. C'est un vrai sujet. Et voilà. Et en fonction des sujets, on va avoir des marqueurs dans certaines entreprises. Si je suis, par exemple, filiale d'un groupe étranger ou, au contraire, holding. Et donc, selon le positionnement de l'entreprise, ça va être assez différent et on n'aura pas les mêmes approches. Alors Samia, ça c'est important, la connaissance des sujets de l'entreprise. Et parfois, il peut y avoir un fossé culturel entre direction juridique et avocat. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de la veille. Dans les cabinets d'avocats, ils sont très habitués à faire une veille juridique, réglementaire, veille des risques, etc. Et donc, en revanche, la veille plus globale liée aux enjeux plus globaux de l'entreprise, donc des enjeux business, sectoriels, comment les marchés se déplacent, quelles sont leurs transformations internes et pourquoi pas technologiques aussi qui va impacter leur propre métier. Ça, c'est quelque chose qui est encore pas vraiment d'actualité, mais qu'on est en train de mettre en place au sein des cabinets. Et ça leur permet d'avoir une vision un peu plus globale et d'envoyer, par exemple, un message en disant « Tiens, j'ai vu quelque chose dans ton secteur, sur ton sujet. » Et donc, c'est-à-dire que tout à coup, il y a un peu plus d'empathie pour son client
qui voit pas les problèmes de manière juridique forcément. Il les Bien voit sûr. d'un point de vue business, organisation, lui, il veut une solution rapide, opportunité. pratique, Voilà. Et donc le droit peut devenir une opportunité business. Et pour revenir sur ce que tu disais sur l'immersion des avocats au sein des cabinets, ça c'est absolument une belle opportunité pour les cabinets pour repenser le design de la collaboration. Ça veut dire quoi, repenser le design de la collaboration? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la relation, elle a été pendant longtemps, en tout cas, on a un sujet juridique, on fait appel au cabinet qui répond en conséquence, d'accord? Et puis, avec cette relation qui était avec des temps assez longs pour répondre, enfin, ce genre de situation. Maintenant, avec une immersion, d'abord, au-delà de la connaissance métier et des enjeux de l'organisation, c'est aussi essayer de réfléchir à une nouvelle façon de travailler ensemble à l'aune des outils IA. Et donc, il y a des choses, par exemple, qui peuvent être automatisées. Alors, il n'y a pas que l'automatisation, on en parlera sans doute de l'agentique, mais il y a quand même des process qui peuvent être améliorés. Et comment le savoir, sauf en étant à l'intérieur de la direction juridique. D'accord. Et donc, quand vous mettez des avocats à l'intérieur de la direction juridique, c'est là que vous pouvez commencer à penser, à designer, donc à créer une nouvelle manière de travailler. L'idée, c'est de travailler ensemble. C'est plus l'avocat qui travaille dans son coin, qui fait sa consultation. Là, Oui. c'est d'avoir des allers-retours, des échanges entre la direction juridique et le cabinet d'avocats qui le conseille. Vous pouvez intégrer du legal design, vous pouvez créer des workflows spécifiques qui sont compatibles aux enjeux concrets de la direction juridique au quotidien avec les différentes autres fonctions de l'entreprise, donc data, DAF, enfin toutes les autres fonctions, parce qu'elles sont complètement connectées. Et donc ça, le cabinet ne le voit pas forcément, sauf quand il est à l'intérieur de la DJ. Alors peut-être qu'il faut aussi trouver des moments pour échanger, discuter et réfléchir à designer ces nouvelles offres. Mais je crois vraiment que ça peut être assez intéressant pour l'avenir des deux relations. Alors, je vais revenir à vous, Nicolas, sur c'est quoi finalement les attentes du directeur juridique par rapport au cabinet d'avocats, concrètement? Alors, je vais vous surprendre, parce qu'on parle beaucoup de technologie. Et en tout cas, à titre personnel, je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé par mes confrères. Le relationnel n'a jamais été aussi important. En fait, c'est justement cet aspect technologique peut faire peur et d'une certaine façon, c'est légitime. Il faut avoir conscience un peu aussi des enjeux liés à ces technologies. Mais plus que jamais, en fait, et on vient d'en parler, voilà, le fait qu'un avocat, en dehors d'une consultation, puisse échanger en disant j'ai vu que vous lanciez telle activité, donc voilà, et puis y avoir un échange à cette occasion, et qu'il a compris en fait nos enjeux, et que il puisse partager aussi son point de vue général en fait sur ce voilà, on peut parler de stockage d'énergie par exemple pour ce qui me concerne, on peut parler de plein de sujets différents, on peut parler de cybersécurité au hasard. En fait, le fait d'avoir un avocat, de discuter avec son conseil, en fait. Et on revient vraiment à l'aspect noble de conseil, avec la relation de confiance, qui peut avoir un avis et qu'on partage également aussi les mêmes valeurs, en fait. Et anecdote qui me vient tout de suite à l'esprit, sur la relation de courtoisie entre avocat et juriste d'entreprise, et c'est très important, c'est de dire, quand un délai ne peut pas être respecté, par exemple, en cas de consultation, c'est pas un souci. Et on revient à la notion de valeur, de dire, voilà, moi, client, j'attends, en fait, par contre, qu'on m'informe où en est ma consultation. Et pour moi, ça, c'est quasiment plus important que la prestation elle-même. D'accord. Parce que je sais que je vais avoir un service, de toute façon, globalement de qualité. Par contre, cet aspect relationnel, donc pour répondre à votre question, j'attends d'un avocat, en fait, qui soit évidemment disponible, que la relation soit fluide, mais au-delà de ça, qu'on puisse aussi échanger sur les enjeux business liés à mon activité. Pierre ? Oui, je voudrais bien rebondir là-dessus. C'est vrai qu'il y a énormément de choses que je trouve très, très, très importantes et très porteuses d'avenir. C'est-à-dire la partie sectorielle déjà. Moi, c'est un positionnement assez fort sur lequel j'entends mettre mon cabinet et pour lequel je pense qu'il y a aussi une dimension, c'est la pluriprofessionnalité.
C'est-à-dire que l'avantage, pour les cabinets d'avocats, on a cette possibilité-là de travailler avec d'autres professionnels. En ce qui me concerne, ce sont des experts comptables. Et c'est l'avantage aussi de connaître les secteurs et de pouvoir développer des positionnements spécifiques sur un certain nombre de secteurs. Nous, on le fait de l'agricole jusqu'à l'industriel, en passant par les professions libérales. Et ça, pour moi, c'est assez fondamental. On a aujourd'hui, les outils, j'aurais presque tendance à dire que le droit devient presque un prétexte, mais j'exagère volontiers le trait, mais finalement, on a moins besoin d'être juriste que d'être connaisseur du secteur d'activité de notre client, de son organisation interne, finalement de ce qu'il est, de connaître son client avant de connaître le droit. Pour moi, c'est absolument fondamental. Et pour ça, et je trouve aussi que ce point de la relation continue avec le client, on y a tout intérêt, à la fois parce que justement, ça permet de connaître son client. Effectivement, quand on lit la presse, quand on s'intéresse à un certain nombre de choses, de pouvoir se dire « Ah tiens, mais là, ça me parle » et d'avoir l'échange et inversement, aussi de pouvoir avoir quelque chose qui se développe. De manière assez pragmatique et un petit peu bassement matérielle, ça peut être aussi intéressant pour l'avocat dans son business model d'avoir une relation d'affaires continue. Ça, c'est aussi un point qui n'est pas sans intérêt pour nous en termes de solidité aussi du cabinet et de sortir de cette relation one-shot de je viens de chercher pour un problème juridique ponctuel et puis après je t'oublie pendant X années et puis je reviens. Et en fait, on sait pas, on est sorti. Là, au contraire, on est dans cet échange, on s'appelle. Moi, je sais que mes clients, de temps en temps, voilà, je vais les appeler, je vais leur envoyer un petit mail. Enfin bon, c'est important d'avoir cette relation continue. Donc, je pense qu'effectivement, c'est du gagnant-gagnant. Et encore une fois, le client avant le droit, quoi. Ces sujets avant les problématiques juridiques, parce que le droit désincarné, ça n'a aucun intérêt. La consultation qu'on sort, qui est totalement abstraite, mais qui n'est pas assise sur les sujets du client, qu'est-ce qu'il en fait ? Il regarde, bah ouais, c'est gentil. C'est sûrement très bien, mais qu'est-ce que j'en fais au final ? C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que quand c'est totalement incarné, en amont et en aval aussi. On parlait des problématiques réglementaires, de l'anticipation, de la relation aussi avec les autorités, que ce soit les autorités administratives, mais aussi les autorités publiques, le législateur. Il faut aussi être capable, je pense, quand on est avocat, d'anticiper tout ça et de pouvoir dire à son client, attention, là, tu as un projet, il peut y avoir une perturbation qui va venir, donc accélérons le calendrier, au contraire, ralentissons-le parce que les textes vont bouger, parce qu'au niveau européen, il y a ça qui vient, il y a les élections qui vont venir, il y a ceci, il y a cela. Je pense que d'être un peu aussi en vigie, c'est un élément important pour l'avocat qui... Alors, je vais juste mettre un léger bémol, mais ça tient aussi de toute façon au fait d'avoir une diversification des clients, c'est de garder ce côté tiers. Ça, c'est quand même fondamental. Parce que l'avocat est indépendant, et indépendant... On le dit souvent, et c'est quand même vrai, c'est avant tout indépendant intellectuellement. C'est cette capacité à faire ce pas de côté qui va permettre d'avoir l'échange avec le directeur juridique et lui dire attention, là, il y a ça, tu l'as peut-être pas vu, tu as le nez dans le guidon, mais attention, pense à ça. Et puis j'ai vu ça dans un autre sujet, dans un autre secteur. C'est important d'avoir cette position de tiers. On n'est pas des directeurs juridiques bis. Sinon, on ne sert à rien, en fait. On n'a aucun intérêt. Et puis, ça permet aussi de soulager une certaine pression qu'ils peuvent avoir. Enfin, ils ont besoin de nous comme tiers, et notre relation n'a d'intérêt que si on est des tiers. Sinon, on quitte la robe, on rentre en direction juridique. J'ai un certain nombre de confrères qui le font et c'est très intéressant. Mais c'est un autre métier, quand même. Par exemple, en audit, on a besoin d'être tiers. Mais c'est ce qu'on attend d'ailleurs de vous. Bah oui, et c'est important. C'est vrai que c'est à la fois une relation proche, mais à la fois d'être capable de mettre des stops, de nous dire voilà, là, ça, c'est pas possible, il n'y a pas de solution. Et après, ça devient le risque de l'entreprise, évidemment. Et là, le rôle du juriste d'entreprise, d'essayer de trouver des solutions alternatives ou plan B, si jamais on doit s'orienter vers cette solution-là. Oui.
Mais, c'est un investissement que de c'est ça. prendre de la connaissance, d'avoir vraiment du knowledge management de ses clients. C'est un investissement parce que quand on construit sur mesure une relation, je parlais de designer, mais c'est parce que c'est un mot un peu, mais c'est vrai que designer, il y a quelque chose de vraiment fin, de sur mesure et d'unique. Après, le coût de sortie est beaucoup plus difficile. Donc, en fait, il y a un vrai intérêt bilatéral, je dirais, des deux parties, de construire quelque chose qui leur convienne à tous les deux, mais aussi dans le pricing. Alors justement, vous abordez la question du pricing. On entend beaucoup dire que c'est la fin du modèle, du taux horaire, c'est fini, maintenant c'est de l'abonnement, du forfait. Qu'est-ce que vous observez, Samia ? Alors, on peut aussi un peu sortir du fantasme parce que ça fait quand même 10 ans qu'on dit qu'on va sortir du taux horaire et n'empêche qu'aujourd'hui, les derniers chiffres, c'est 90% des cabinets d'avocats sont encore au taux horaire. D'accord ? Cela étant, il y a quand même des modèles hybrides qui sont en train de se développer. Beaucoup, je les avais énumérés la dernière fois, mais bon, là, c'est pas le moment, mais il y en a énormément. Donc, ils sont des forfaits au portefeuille. Enfin, il y a énormément de choses possibles. Des collards, donc, où chacun prend sa part de la perte ou de l'avantage. Enfin, bon, il y a plein de choses possibles. Mais ce qu'on voit, c'est que... alors, désolé, je vais encore parler d'intelligence artificielle, mais avec un certain nombre d'outils qui se sont développés, et je pense à Harvey notamment, qui a commencé à se développer chez les cabinets d'avocats, qui a bêta-testé, puis ensuite qui a vu les modèles et qui les a vendus aux directions juridiques. Oui. Et donc, il y a quand même une partie qui est vendue aux deux. Donc, il y a un glissement sur une partie du job qui est qui a moins de valeur ajoutée, qui va glisser chez les directions juridiques. Et donc ça va être des coûts SaaS et plus du taux horaire qui est plus possible sur des tâches répétitives, je dirais, ou qui ont moins de valeur ajoutée. Donc le taux horaire est encore là, il est en train de se glisser naturellement et qui va sans doute s'accélérer avec l'IA. Voilà. Nicolas, comment vous abordez cette question de la rémunération de l'avocat ? Oui. Alors très concrètement, je pense qu'il y a une tendance, plus l'entreprise est structurée, plus elle va constituer un panel d'avocats. Alors ça, c'est très important, puisqu'on est un petit peu... Initialement, le droit n'était pas concerné par des procédures enfin, il y a des boutiques contestes sur des grosses opérations, mais on va dire au long cours, il n'y avait pas d'accord cadre, en fait. Il y a très longtemps, il n'y avait pas d'accord cadre. Aujourd'hui, on est sur une tendance d'accord cadre. Alors, la notion d'accord cadre, pour moi, il est très symbolique. Qu'est-ce qu'on met dans l'accord cadre ? Alors, j'y arrive, justement. Et le fait de mettre un cabinet, un avocat dans un accord cadre, pour moi, c'est très symbolique. Ça veut dire que c'est une marque de confiance. L'accord cadre, qu'est-ce qu'on y met ? On y met, en fait, une relation contractuelle pluriannuelle, alors 2 ans, 3 ans, 4 ans, à l'intérieur de laquelle, sauf particularité, le taux horaire, le fameux taux horaire, sera figé, voilà, sauf exception, avec des clauses d'indexation qui sont possibles, évidemment, mais l'esprit, c'est qu'il soit figé. Et surtout, en fait, on va dire un taux horaire qui va varier en fonction du chiffre d'affaires, donc du volume d'affaires qui sera traité par l'avocat. Donc, évidemment, avec des paliers. Et voilà, donc c'est gagnant-gagnant. Et j'accorde vraiment une importance pour dire, voilà, l'idée, c'est de mettre dans ce panel vraiment les avocats avec qui on souhaite travailler. C'est pas... l'idée, c'est pas qu'une question de prix, quoi. Non, voilà. L'idée, c'est que le contrat, il sert. Et après, deuxième anecdote, il est lié en fait au contenu du panel. Oui, alors il y a le panel et puis après, il y a les consultations qui peuvent se faire au fur et à mesure. Mais je reviendrai après, l'idée m'a échappé. Vous pratiquez évidemment, j'imagine, Pierre, ce genre d'accord. Comment vous recevez ce type d'accord cadre ? Comment vous les discutez avec les directions juridiques ? Avant d'évoquer l'accord cadre, juste un petit point sur le taux horaire. Le taux horaire ne peut pas disparaître parce que c'est un élément de fixation. Par définition, c'est un élément de fixation du prix puisque ça fait partie de nos coûts. Simplement, on avait tendance un peu à tout intégrer, tous les coûts de fonctionnement, à tout intégrer dans le taux horaire, à en faire une espèce de porte d'entrée unique. Avec l'IA, avec un certain nombre d'éléments, forcément, on peut pas tout intégrer dans le taux horaire. Donc le taux horaire perd de son importance. Et y compris parce qu'on va plus vite, mais aussi parce que ça ne peut pas être les véhicules uniques de tous nos coûts. Et par ailleurs, fixer uniquement en fonction des coûts
sans voir la question de la valeur, c'est ça le problème. Et en fait, c'est pour ça que le taux horaire a vocation à, non pas à disparaître, mais à passer un petit peu en arrière-plan. C'est qu'on a tous intérêt, et Nicolas évoquait tout à l'heure pour les directions juridiques, le fait de ne plus être un centre de coût, mais d'être aussi un centre de valeur, ou en tout cas pour éviter un certain nombre de pertes. Nous, c'est pareil. C'est comment est-ce qu'on vient valoriser le service à partir de nos coûts de production, mais aussi d'une marge qu'on veut faire, et puis de la valeur qu'on apporte, et de cette valorisation du service, de la même manière qu'on sait valoriser des produits. On a soit sur nos bureaux, soit dans nos poches, on a des téléphones dont on sait très bien que si on les rapportait au taux horaire des employés qui les fabriquent, on ne les achèterait pas au même prix. Bon, on est d'accord pour les acheter à un prix nettement supérieur, parce qu'il n'y a pas que le taux horaire, il y a des composants, il y a un certain nombre de choses, mais il y a aussi la valeur service apporté. Et c'est pareil pour l'avocat, c'est pareil pour sa prestation. Il faut aussi qu'on sache valoriser, et ça, c'est pas que les avocats, c'est qu'on sache tous ensemble valoriser le service que ça apporte à l'entreprise. Et cette dimension de relation de durée, je pense qu'elle est importante, et ces accords cadres sont aussi porteurs de ça. Parce que pourquoi ? C'est que ça vient aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient aussi déterminer l'objet de la relation, son apport, quelle est finalement la mission. Dans la convention d'honoraires, il y a la lettre de mission, il y a les éléments de mission, il y a dans l'accord cadre, il y a finalement qu'est-ce qu'on projette comme opération commune, comme travail en commun. Ça fixe vraiment le périmètre. Ça fixe le pourquoi on est là, dans quel intérêt, dans quel but, et à partir de là, on peut valoriser ça. Nicolas, vous voulez réagir ? L'idée m'est revenue. Donc, je vais rebondir sur 2 choses. La première chose, c'est qu'il est possible aussi de prévoir un quota d'heures, en fait. 10 heures par mois, par exemple. Alors, ça fait un peu hotline juridique, mais c'est vraiment l'idée de dire, c'est que dans ce quota d'heures mensuel, si c'est moins, si c'est plus, c'est pas grave. C'est un quota, en fait. On va pouvoir consulter l'avocat sur des sujets très spécifiques, droit de l'environnement, et choses comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la notion de budget. Le directeur juridique définit et est responsable de son budget. Il doit tenir son budget. Pareil, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est assez récent, mais c'est une tendance de fond, en fait. Et à l'origine, il n'y avait pas forcément de budget dans l'édition juridique, il y a très très longtemps, évidemment. Et là, depuis plusieurs années, c'est le cas. Une direction juridique, même dans des entreprises de petite taille, doit s'engager sur un budget. Et c'est là où j'en viens. Ça se résumera pas à un temps passé sur un dossier, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours refusé, dans le sens où ce qu'on veut en fait, c'est en fait un service et qui est aussi en lien avec la prestation qui est demandée. Pour schématiser, les honoraires peuvent pas avoir un coût supérieur au montant du contrat qui va être revu. Alors, l'avocat dira, oui, mais j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai dû revoir le code civil, il y a eu une réforme. Oui, mais bon, le contrat a une valeur de 10 000 euros. Je ne peux pas payer 15 000 euros d'honoraires. En fait, c'est juste... voilà. Donc, cette discussion-là, en fait, elle a lieu pour moi en amont, et je viens sur la notion de plafond. Alors, c'est très important, en tout cas à mon niveau, d'avoir de la visibilité en termes de budget, et donc assez tôt d'avoir, en fait, de convenir d'un plafond, même s'il n'est pas formalisé, mais d'avoir un plafond quand même en objectif. Et de dire voilà, que l'avocat me tienne au courant quand le plafond est en phase d'approche. Pour que vous puissiez rester dans votre budget. Voilà, la pire des choses, c'est l'avocat qui vient en me disant voilà, ça y est, j'ai fait mon travail, c'est excellent. Bon, par contre, on a dépassé le plafond de x2, x3. Et c'est là où, à un moment donné, on va arbitrer en disant bon, au moins, si j'avais été au courant, en fait, à l'approche du plafond, on va pouvoir arbitrer en disant bon, cette partie-là, on va le traiter en interne, ou plus tard, mais on va pas le traiter tout de suite de façon à revenir dans le plafond initial. Donc, pour moi, cette discussion, elle a lieu. Et même de pouvoir projeter, de pouvoir donner un calendrier, justement, un petit estimatif, de pouvoir planifier les tâches, de pouvoir avoir une discussion sur la stratégie, sur la nécessité. Quitte à assouplir le calendrier. Ça, faisons-le plus tard, le cas échéant, parce qu'on n'a pas la même pression, y compris extérieure, réglementaire. Et effectivement, je pense que c'est tout à fait essentiel d'avoir aussi cette discussion au fil de l'eau. Et à côté de ça, on peut avoir des prestations ponctuelles qui vont être sur... Là, on a une consultation spécifique, et là, on se met d'accord sur un prix du livrable. On parle quand même de livrable, justement. Et
je reviens sur le point de même du temps passé et finalement la valeur dépasse le contrat. C'est là aussi que ce qu'on évoquait tout à l'heure du sectoriel est fondamental. C'est-à-dire que et de la technologie aussi, qui est de la capacité, nous, à avoir un processus de fabrication, de production de tout ça, qui nous permet de rester dans ces types de coûts en se disant, bon, de toute façon, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré dans des secteurs, donc ces spécificités-là, je les connais, je découvre pas. Si j'ai un temps supplémentaire, bon, bah, c'est pas grave, je le prends parce que je le reporterai sur un autre contrat. Enfin, on a aussi notre cuisine interne à faire pour être capable de se dire, bon, ok, celui-là, bah, mon client en a besoin, donc je vais être capable d'absorber cette perte sur tel point, mais je la reporterai, alors soit sur un autre client, soit sur lui, parce que justement, on a cet accord cadre aussi, et c'est ça l'intérêt aussi de l'accord cadre, c'est que ça permet aussi de faire des transferts entre des dossiers. J'aimerais aborder un autre point. C'est Samir, vous avez soulevé à plusieurs reprises l'apport de la technologie, notamment pour faire gagner des gains de productivité. Concrètement, est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'impact de la technologie dans la relation avocat-direction juridique? Est-ce que tous les cabinets, toutes les entreprises ont une maturité technologique pour utiliser l'IA à bon escient? Alors, on ne peut pas dire que oui pour l'instant, non. Disons que là, on est dans une phase de learning time. D'abord, ça a été extrêmement vite. Je ne sais pas si vous avez vu, toutes les semaines, il y a encore une nouveauté disruptive sur chaque segment. Alors, il y a les avocats, mais il n'y a pas que les avocats. Hein. Il y a toutes les professions réglementées, chacune leur tour, les cabinets de conseil, enfin bref, même dans la communication, dans la publicité, dans l'art. Enfin, tout le monde est disrupté toutes les 2 secondes. Donc, évidemment, on est encore en learning time. Donc, c'est encore un moment de prise de connaissance. Là où il y a un petit sujet, c'est ce qu'on appelle le shadow AI. Qu'est-ce que c'est? Le shadow AI, c'est-à-dire que ce sont des comportements où, en fait, il y a un usage qui est individuel de l'IA. Au sein des directions juridiques, au sein des organisations, un peu partout. Hein. Chacun et dans les cabinets. Utiliser l'IA, mais dans son coin. Ils ont leur outil, leur chatbot, ils vont faire un peu d'agentique. En fait, ils bidouillent, si je puis me permettre, chacun de leur côté, parce que leur cabinet leur a dit soit non, je vous interdis, soit pas encore, soit ils ont que des legal tech avec des licences qui font pas encore tout ce que permettent des gens comme Harvey, qui ont des choses beaucoup plus structurées. Et donc, en fait, pour le moment, l'IA à grande échelle, je dirais dans les cabinets d'avocats en tout cas, mais aussi dans les directions juridiques, de ce que j'ai pu voir dans les chiffres justement dans les vidéos, n'est pas encore structuré. Il n'y a pas encore de gouvernance, de politique d'IA. D'utilisation de l'IA pour le moment. C'est en cours, mais pour le moment, de manière générale, dans la plupart des cabinets, des Nicolas et Pierre voilà. Pour avoir leur avis. Nicolas. Bon, alors comme on disait au début, ça dépend de la taille de l'entreprise. Voilà. Plus l'entreprise est de taille importante, je ne vais pas les nommer, mais on les connaît toutes, y compris dans l'énergie, et puis elles se sont structurées en fait. Elles se structurent comment? Avec une direction informatique, avec un management, et on voit, il y a le prix de l'innovation, des prix d'innovation juridique, on voit des directions juridiques, et ça va au-delà du chatbot. Donc, moi, je dirais que le degré de maturité des entreprises, il dépend de la taille des entreprises. Et on peut être des entreprises de taille plus modeste, mais malgré tout, qui vont avoir des outils, on va dire, standards, mais qu'elles vont pouvoir utiliser. Je vais prendre un exemple simple. Pour, en fait, la gestion des approbations des comptes, par exemple. Voilà, si on a beaucoup de sociétés à gérer, avant, on avait un traitement manuel. Certains cabinets d'avocats qui proposent des solutions, des rendus assez rapidement, en se servant de solutions de digitalisation, donc pas forcément IA, digitalisation, mais qui va être couplée à l'IA assez rapidement, et ça commence déjà à être le cas. Et puis, il y a même des entreprises qui peuvent elles-mêmes accéder directement à ces outils. Donc, voilà, moi, je l'ai vécu personnellement, et ça va permettre, et c'est assez intéressant, je donne un exemple très concret, en fonction des éléments financiers qu'on va produire en fait dans le logiciel, en fait, il va nous expliquer si la société est sous-capitalisée et va nous générer un procès-verbal pour en fait reconstituer les capitaux propres et les différentes méthodologies. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ces procès-verbaux ont pu être élaborés avec des avocats par ces éditeurs en fait de solutions informatiques. Mais on voit bien que l'entreprise a accès directement en fait, paye sa licence. Voilà, donc
Après, je pense que c'est pour ça que là, on est vraiment, comme on disait, alors plus que du tâtonnement, je dirais qu'il y a en fait... c'est une première étape. Une première étape, mais on va dire que chacun évolue à sa vitesse, y compris au sein même des entreprises, y compris entre entreprises et aussi au sein même des cabinets. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir un réglage. C'est très hétérogène. C'est hétérogène, et puis à un moment donné, on va se rencontrer, on va parler IA de plus en plus entre juristes et avocats. C'est déjà le cas, ça sera de plus en plus le cas. Justement, le point de vue de l'avocat. Il y a effectivement une certaine course à l'innovation, et il y a aussi une problématique de la maîtrise. Et ce qui revient aussi au Shadow AI, c'est-à-dire que il y a un bouillonnement, il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de choses qui se font. On en discute plus ou moins entre nous parce qu'on vient aussi nous proposer tout le temps des solutions différentes. Plus, moins que plus, on est totalement d'accord. Et toute la question est de savoir finalement quel est le bon outil pour son organisation, pour sa prestation, et comment. Moi, je pense que c'est celui qui l'intègre le mieux, plutôt que celui qui propose le truc le plus innovant, qui va être en pointe. Parce que ces choses-là, c'est vraiment des accélérateurs d'efficacité, donc il faut les maîtriser, il faut être capable de bien les utiliser. Et ça ne sert à rien d'aller acheter une EF1 pour rouler sur une route de campagne. On ne va pas y arriver. Il vaut mieux avoir quelque chose qu'on va vraiment configurer, et c'est ce vers quoi je tends au plus, c'est-à-dire co-développer, être avec des gens avec qui je développe, je participe, je configure par rapport à mes usages pour être capable d'en tirer le meilleur parti. Et c'est là qu'on sera les plus performants. Et donc avec une partie qui sera aussi sa petite recette interne, sa petite capacité à avoir l'outil qui nous va bien compte tenu de la manière dont on a pensé sa stratégie. Ça veut dire quand même qu'il faut penser la stratégie, justement, avoir une vraie politique. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on fait et quel est l'intérêt d'intégrer de la technologie dans ce qu'on fait. Comment on le processe, comment on le découpe. C'est ça, comment on le met dans... Parce que ça ne sert à rien de s'acheter un joli joujou, mais en réalité, de ne pas en exploiter 5%. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il vaut mieux avoir un truc qui est peut-être plus limité, mais qu'on va vraiment pleinement utiliser, qu'on va parfaitement intégrer à ces process. Et là, on va décupler ses performances. Et c'est ça qui est intéressant. Et en lien, le cas échéant aussi, avec ses clients, être capable de dialoguer, parce qu'on a besoin d'interopérabilité. Il faut co-développer, bien sûr. Et voilà. Et en tout cas, vu du client, juste deux choses, budget, formation. On revient toujours à la notion de budget, en fait. C'est qu'on peut parler, mais si la solution coûte trop cher, on ne la prendra pas. Et la deuxième chose, c'est formation. Il faut former nos équipes. Donc, on a plein de formations qui sont disponibles, y compris au sein de la FJE. Il faut former les équipes à l'IA, aux dérives liées à l'IA, comment s'en prémunir, savoir prompter. Il faut se former. Donc, c'est ça aussi la priorité. On va conclure cette partie et tout de suite, on enchaîne sur notre cas pratique. On poursuit avec notre cas pratique et on va prendre l'exemple d'une direction juridique qui recherche un cabinet d'avocats pour un problème de droit spécifique. Et je vais commencer avec vous, Nicolas. En tant que directeur juridique, concrètement, quand on a un problème très spécifique, comment on fait pour choisir son cabinet d'avocats ? Alors, c'est une très bonne question et c'est du quotidien. Alors, je vais revenir sur la notion de panel. Je le disais tout à l'heure. Je vais évidemment aller à l'intérieur de mon panel d'avocats que j'aurais présélectionné en amont. Alors, ce qui est important de signaler, c'est qu'en fonction de la question, soit ça sera une question qui sera très sectorielle et donc je vais solliciter un avocat sectoriel. Je pense à l'énergie encore, mais on peut le dupliquer dans un cabinet de niche, c'est ça ? Cabinet de niche, voilà, dans les transports, la concurrence. Donc, un cabinet de niche spécialisé dans ce domaine-là. Et à l'inverse, ça peut être une question générale. Et dans ces cas-là, j'ai pas l'utilité d'aller, alors même que c'est une question qui se pose dans le cadre de mon activité, aller chercher ce cabinet sectoriel. Donc, ça va être la première chose. La deuxième chose, ça va être le budget et le délai pour y répondre. Évidemment, si j'ai un délai très court, évidemment, en allant voir une grande boutique, évidemment, un grand cabinet, je serai à peu près certain, puisqu'elle sera suffisamment staffée, l'équipe sera dimensionnée pour me répondre rapidement. Mais à l'inverse, en termes de budget, ça pourrait coincer, puisque du coup, ça a un coût. Donc, alors, comment on fait les arbitrages ? Comment ça se passe ? Alors, les arbitrages, ils sont liés à la question, puisque vous parlez d'une question juridique. Ça va être, une fois de plus, la capacité de l'équipe, du directeur juridique, en tout cas, de comprendre l'enjeu par rapport à cette question. Et donc,
très concrètement, si c'est une question, en fait, par exemple, liée ponctuelle, en fait, qu'il y a une consultation juridique sur un domaine précis, mais avec un enjeu modéré, je vais pouvoir aller voir un avocat, même indépendant. Je n'ai pas besoin d'aller voir une grande boutique. Mais j'aurai toujours les mêmes exigences, comme je répète, délai, budget, relationnel, ça ne changera pas. En revanche, si c'est une question qui est scrutée par la direction générale de façon très fine, c'est pas seulement pour me rassurer moi, directeur juridique, mais pour rassurer le directeur général, voire les actionnaires. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Là, j'ai besoin quand même d'avoir un cabinet, on va dire, plutôt renommé sur le sujet. Ça sera aussi, malgré tout quand même, on reste quand même sur ça reste malgré tout rassurant. Et donc, je vais avoir une approche un peu différente où je vais chercher un cabinet en fait qui va m'offrir ce service. Et on fait d'abord appel au cabinet qui est dans le panel. Tout d'abord. Ouais, alors évidemment oui. Alors pour des questions de gestion, puisque s'il est dans le panel, ça veut dire qu'en fait il est connu des services comptables, il est rentré dans le logiciel, c'est beaucoup plus facile et surtout. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai déjà travaillé avec ce cabinet. Donc, il y a une relation qui s'est déjà instaurée. Il connaît mon activité. Donc, qu'il soit spécialiste ou pas spécialiste, s'il est dans le panel, ça sera plus rapide. Après, il y a la question du conflit d'intérêts sur certains dossiers où l'avocat ne pourra pas assurer le service. Donc, c'est pour ça, c'est important d'avoir aussi un panel qui soit malgré tout assez large. Donc, quand je parlais de panel tout à l'heure, juste pour préciser, on va être sur environ 3 avocats par domaine de spécialité, par sujet, que ce soit fusion, acquisition, droit de l'environnement. Je vais avoir trois avocats avec qui j'ai envie de travailler régulièrement. Et en fonction du sujet, même de la granularité du sujet, on va avoir des avocats qui sont on va dire, meilleurs en conseil qu'en contentieux, qui savent faire les deux, mais qui sont... Et donc, si j'ai un juge de consultation, je vais aller solliciter cet avocat. Et à l'inverse, si je suis, on va dire, en pré-contentieux et je sens que ça va démarrer très vite derrière par la suite, je vais plus prendre un avocat qui est spécialisé en contentieux, alors même qu'on est encore en phase de conseil, en phase de négociation. Donc ça va être en fait de vraiment mesurer cette granularité et pour faire le meilleur choix possible. Pierre, vous en tant qu'avocat, comment vous gérez la prise en charge d'un dossier quand vous êtes sollicité dans l'urgence sur une question vraiment très précise ? Là, ça va être c'est un peu le miroir de ce qu'a dit Nicolas, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on calibre pour répondre à la question. Alors il y aura évidemment une première interrogation, c'est est-ce que je suis en échange direct, est-ce que je suis intégré, est-ce que j'interviens soit dans le cadre du panel, est-ce que je suis sollicité personnellement, ou est-ce que je suis sollicité en concurrence ? Parce que la manière de répondre ne sera évidemment pas la même selon que je suis déjà dans un échange courant, que je suis sollicité ponctuellement, mais en bilatéral, ou dans le cadre d'une mise en concurrence. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes, on n'est évidemment pas dans les mêmes schémas, les attentes sont pas du tout les mêmes. Après, la question, c'est... Pour moi, la première question, c'est quelle est ma capacité à répondre dans les délais et avec le niveau de qualité attendu. C'est quand même la première des questions. Donc, c'est aussi cette capacité à répondre à un client. Je suis désolé, compte tenu du niveau d'urgence, compte tenu de la question, compte tenu non, ça, je ne pourrais pas faire. C'est un élément de confiance. On a commencé sur la question de la confiance. On n'accepte pas un dossier si on non, est en capacité tout de suite de répondre. Il faut savoir parfois dire aux prospect ou client avec lequel on travaille, là je suis désolé, mais compte tenu de l'urgence, compte tenu d'un certain nombre de paramètres, non, je préfère ne pas le faire. Donc c'est la capacité, et encore une fois, c'est une question de confiance, c'est de pouvoir dire au client, ce dossier-là je le prends parce que je sais que je pourrais le traiter. Avec le niveau de qualité attendu, dans les délais, le prix, enfin bon, tous les éléments qui sont indispensables. Donc ça veut dire aussi, soit dans son organisation interne, avoir une bonne connaissance de ses capacité de charge, de sa capacité à répondre, de se doter et de connaissance de ses délais, de ses coûts et aussi de ses compétences. C'est un point qui est fondamental, y compris aussi de sa capacité à répondre par soi-même ou en ayant un réseau de confiance avec
auquel on va faire appel en transparence avec le client, mais, et le cas échéant d'ailleurs, quelque chose qui est déjà connu à l'avance. C'est-à-dire que moi je travaille aussi avec, je parlais de la Pluripro tout à l'heure, mais aussi avec des confrères avec lesquels je sais que j'ai une fluidité dans les échanges, dans le travail, et donc s'adapter selon auquel je pourrais faire appel. La complexité, la spécialité et cette capacité aussi à solliciter les bonnes expertises pour répondre au dossier. Samia, si on doit résumer entre guillemets, c'est quoi les clés de la réussite d'une bonne collaboration cabinet d'avocats, direction juridique? En écoutant un peu, résumant ces échanges, clairement, investir dans la relation, ça c'est le plus important, c'est-à-dire à la fois connaître le business, tout l'environnement, les enjeux de son client, c'est primordial. Et pas seulement les questions de droit ou les questions juridiques ou techniques très, très précises. Ça, c'est un élément important. Et puis, tu parlais de budget. Et il y a aussi une pression interne pour justifier, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas rendre un peu plus intelligent, en tout cas et mesurable, l'apport de la fonction juridique au sein de l'organisation dans le business global. Et donc, je pense que le cabinet peut réussir à créer de nouvelles offres. Et donc, un budget, ça se resigne tous les ans. Donc, l'intérêt des directions juridiques, je l'avais entendu lors d'un événement qui rassemblait uniquement des directions juridiques et qui disait qu'en fait, chaque année, il fallait qu'ils renégocient leur budget. Et donc, il faut des arguments pour renégocier son budget. Donc, un cabinet qui les connaît très bien et qui leur propose des nouvelles offres, mais utiles pour le business, c'est-à-dire qui transforment en opportunité business, c'est un moyen d'aller négocier peut-être et d'augmenter ce budget chaque année, voilà, pour le bien de l'organisation globale. Voilà. Nicolas, vous semblez d'accord avec ça? C'est tellement vrai qu'au moment où on fait notre budget, on va discuter avec les avocats pour calibrer le budget au bon niveau en fonction des sujets à venir. Et donc, d'où l'importance pour l'avocat de bien connaître l'activité de son entreprise. Sinon, ça sera compliqué pour lui d'avoir. Et j'ai l'impression c'est le moteur, c'est la relation de confiance que vous décriviez tout à l'heure, l'intuitu personné qui semble demeurer fondamental. On est des partenaires de confiance. On est clairement des partenaires, tiers de confiance. On doit avoir une bonne connaissance de notre client. Inversement, le client doit avoir une bonne connaissance de ce qu'on est pour avoir cette dynamique et cette capacité à créer de l'utilité pour l'entreprise, à créer de la valeur, à créer du service et à fonctionner dans l'intérêt de l'entreprise, puisque c'est pour ça qu'on est là, les uns et les autres. La direction juridique, comme l'avocat, on est au service de l'entreprise, chacun à notre place et dans une dynamique collective. C'est vrai, et juste dernière idée pour rebondir, et c'est d'autant plus vrai que plus la relation est bonne, et ça va se traduire par des résultats dans l'activité, et en fait, ça va aussi permettre au directeur juridique en fait, d'asseoir ce résultat vis-à-vis de son management. Bien sûr. Et donc, c'est gagnant-gagnant, évidemment. Et bien, on va conclure là-dessus. Merci à tous les trois. Merci. C'est la fin de ce Lex Inside, le grand débat. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.